net après des années de réduction. Mais ça ne résiste pas à l'analyse de ce PLF, le dernier d'un quinquennat qui s'est traduit par une défiance jamais égalée entre le Président de la République et les élus locaux. Et les conclusions du Congrès des maires cet après-midi ne suffiront sans doute pas à renouer avec des élus qui se sentent méprisés, isolés, abandonnés. Les communes ont perdu un impôt historique, la taxe d'habitation, avec la dernière tranche dans ce PLF, et la moitié des impôts de production. Les départements, après les régions, leur dernier pouvoir de taux. Les compensations sont incomplètes et illisibles, à l'image du coefficient correcteur. Le paysage des finances locales n'a plus rien de cohérent et plus personne n'y comprend rien. Le lien, décisif en termes de cohésion sociale, entre les citoyens et leurs communes, départements et régions, entre les activités économiques et les collectivités territoriales, se distend. L'autonomie financière des collectivités, indispensable au principe constitutionnel de libre administration, se réduit encore. Cette recentralisation ne se traduit aucunement par un renforcement de la présence de l'État dans nos territoires. Au contraire, la disparition de plus de 500 trésoreries depuis 2013 en témoigne. Et moins l'État est présent, plus il se fait tatillon, exigeant, technocrate dans ses exigences à l'égard des communes notamment. Le recul des services publics se répercute sur les collectivités. Elles doivent contribuer financièrement aux maisons France Services, par exemple, pour garantir une présence minimale de la puissance publique ou prendre des initiatives face à la désertification médicale. L'efficacité économique n'est pas non plus au rendez-vous. Ce sont d'abord les plus grandes entreprises, celles qui en ont le moins besoin finalement, qui bénéficient de la diminution des impôts de production. Le gain moyen pour elles est de plus de 9 millions, contre 940 € seulement pour les TPE. Vous poursuivez le mouvement de regroupement, de fusion des collectivités, malgré le mécontentement que suscitent les intercos et les régions XXL. Les fusions de communes sont davantage subventionnées au détriment de celles qui veulent continuer à assurer la proximité et à faire vivre l'institution préférée des Français. Vous poursuivez la mise en concurrence entre collectivités à enveloppe constante. Quand ces dotations augmentent pour certaines, elles diminuent pour d'autres, à l'image de la DGF qui a diminué pour plus de la moitié des communes en 2021. Nous défendrons d'ailleurs des amendements revalorisant la DGF en prenant pour base l'année 2013 et en tenant compte de l'inflation actuelle. Nous proposons aussi que l'augmentation des dotations de solidarité urbaine et rurale ne se fasse pas au détriment des communes qui n'en bénéficient pas. Même chose pour la logique de contractualisation et d'appel à projets. Fléchés vers des objectifs prédéfinis par l'exécutif, ils pénalisent les plus petites communes qui ne disposent ni de l'ingénierie nécessaire ni du soutien de l'État pour concourir. Enfin, le soutien aux collectivités face aux dépenses et aux pertes de recettes subies durant la crise sanitaire est sans commune mesure avec celui apporté à la sphère privée. Les collectivités ont pourtant été et restent en première ligne face à l'épidémie. La clause de sauvegarde devait apporter 750 millions d'euros à environ 12 000 communes, mais seules un peu plus de 3 600 d'entre elles seront concernées et 177 millions d'euros mobilisés. Nous proposons de redonner des moyens d'action aux collectivités, par exemple en compensant les mesures salariales pour les agents de catégorie C qui représentent l'essentiel de la masse salariale de nos collectivités. En investissant, en prenant soin de nos concitoyens, les collectivités prennent part à la relance. Elles doivent être soutenues en ce sens. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Michel Canévet pour le groupe Union Centriste et pour 5 minutes.